Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Laurent Buchi-Baruta devant la justice française. L'ancien préfet rwandais a comparu ce mardi à Paris. Il est accusé de complicité de génocide en rapport avec le massacre des Tutsis en 1994. Notre correspondant fera le point. Transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions. Les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako sont considérés comme des mercenaires et seront mis à la disposition de la justice. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités maliennes. Abidjan a démenti et exige leur libération. Nous analyserons cette actualité avec notre invité dans un instant. La sécurisation du Mali. Comment lutter contre les fusillades à répétition ici aux États-Unis? Certains entrepreneurs évoquent l'utilisation de certaines technologies qui pourraient peut-être permettre de détecter à temps les porteurs d'armes à feu. Un ancien préfet rwandais, Laurent Buchi-Baruta, a été condamné mardi soir par la Cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité des génocides, plus de 28 ans après l'extermination des Tutsis au Rwanda. L'accusation avait requis la réclusion à perpétuité à son encontre. L'ancien haut fonctionnaire, 78 ans, a été acquitté en tant qu'auteur de génocide, mais reconnu coupable en tant que complice de génocide et des crimes contre l'humanité pour 4 massacres. Je n'ai jamais été dans le camp des tueurs, avait insisté l'ancien préfet rwandais, considéré par l'accusation comme complice d'un massacre de Tutsis et auteur de 4 autres dans sa préfecture de Kikunguru. Cette région du sud du Rwanda a été l'une des plus touchées par le génocide, qui a fait au moins 800 000 morts dans le pays entre avril et juillet 1994. Pour faire le point de ce procès, retrouvons tout de suite à Paris Jean-Damascène Manichimier. Jean-Damascène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quels sont les derniers développements dans ce procès après donc ce verdict qu'on évoquait tout à l'heure? Comment les gens ont-ils réagi? Ah oui, effectivement, Laurent Buchi-Baruta, c'est ancien préfet de Gikongoro, au sud-ouest du Rwanda, vient d'être condamné à 20 ans de réclusion. Et les réactions sont partagées. D'abord, du côté de la défense de l'accusé, c'est la déception totale. Je vous dirais que à l'annonce de cette décision de la Cour, il y a les membres de la famille de l'accusé qui ont éclaté en larmes, et on te voit dans l'audience même. Et au sorti de la salle d'audience, la défense de l'accusé s'est refusée à tout commentaire. Ils ont repoussé les caméras des journalistes qui voulaient les interviewer et demander leur avis. Et là, on comprendrait que peut-être il s'agit d'une totale déception parce que l'accusation avait plutôt plaidé pour l'acquittement de Laurent Buchi-Baruta. Du côté de l'accusation, également, les avocates générales sont refusées à tout commentaire, ils n'ont rien dit. Et pour les parties civiles également, nous avons approché un certain Alain Gauthier, il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Il a dit que c'est vraiment une consternation. On ne comprend pas comment Laurent Buchi-Baruta n'est pas auteur de génocide. Il y a des principaux lieux de l'ancienne préfecture de Gikongoro qui sont Kibero, Murambi, Tchanika et Kadoura qui étaient des églises à l'époque. Alors, Laurent Buchi-Baruta a, dans sa défense, évoqué le fait que sa femme était aussi Tutsi et donc il n'a jamais été, comme on le disait, dans le camp des tueurs. Est-ce que cet argument, à votre avis, a convaincu les juges? Oui, je dirais que cet argument a quand même convaincu les juges parce que Buchi-Baruta risquait la perpétuité vu les charges qui pesaient contre lui. Et puis, avant de délibérer, avant que la Cour se retire ce matin, Laurent Buchi-Baruta a eu la parole, il s'est adressé à la Cour et il a indiqué que justement
il n'a jamais entretenu la haine contre les Tutsis parce que son épouse elle-même est Tutsi, même si elle n'a jamais accepté de venir témoigner au tribunal. Mais Bouty Baruta a montré que là, c'est une raison qui devrait convaincre la Cour comme quoi il ne pouvait pas avoir de la haine contre les Tutsis, il ne pouvait pas être à l'origine des souffrances immenses que les Tutsis ont endurées. Quand il s'est exprimé le matin, avant le délibéré de la Cour, Bouty Baruta a clairement indiqué qu'il comprend la souffrance des rescapés du génocide qui sont venus ici au tribunal pour témoigner et qu'il ressent un remords de n'avoir pas fait quelque chose pour les aider, pour les secourir, mais que ce n'était pas son intention et il avait toujours voulu leur bien, même s'il n'a pas pu le faire. Merci beaucoup Jean Damascène Machimi et je vous remercie. Donc je rappelle que vous êtes à Paris, vous êtes notre correspondant à Kigali et que vous nous répondiez donc de Paris. À très bientôt. Oui. C'est une affaire qui fait grand bruit depuis quelques heures et qui pourrait brouiller les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le gouvernement de transition malien considère les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako comme des mercenaires et a décidé lundi de les mettre à disposition des autorités judiciaires compétentes. On va suivre une réaction donc du porte-parole de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Abdoulaye Maïga, porte-parole de la transition. Dans le même registre, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité ivoirien s'est tenue ce mardi au palais de la présidence en présence du président Alassane Ouattara. Pour la Côte d'Ivoire, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. Ceci conformément au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix. Et pour faire le point, donc, analysé dans cette actualité, nous accueillons sur ce plateau Bagassi Koura. Vous êtes journaliste et chef du service Bambara ici à la Voix de l'Amérique. On va commencer par une question. Comment expliquer donc ces arrestations de militaires ivoiriens? Alors, parce qu'il y a eu ce flou-là qui est resté jusqu'à hier et même ce soir, parce que des informations continuent de tomber. Donc, voici ce qui s'est passé. Dimanche, 2 avions arrivent de la Côte d'Ivoire, sont autorisés à atterrir à Bamako. Il s'agit à bord de l'un des avions des soldats ivoiriens. Et puis l'autre
comme on l'apprend ce soir, transporter des armes et des munitions pour ces 49 soldats. Sauf que Bamako, pas Bamako, mais les rumeurs commencent d'abord sur les réseaux sociaux, pendant 24 heures, où on parle de tentative de coup d'État déjoué à Bamako. Les autorités ne disent rien. Finalement, hier soir, Abdoulaye Maïga, qui est le porte-parole du gouvernement, vient à la télé et dit qu'une tentative de coup d'État a été jouée. Des hommes ont été arrêtés. Ils étaient venus dans le pays pour stopper la marche de la transition. Donc, et qu'ils ont camouflé, bien sûr, leur identité. Et c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Alors, Bamako parle des mercenaires. La Côte d'Ivoire parle des militaires ivoiriens. Ça surprend un peu, non? Oui, ce terme de mercenaires a surpris beaucoup de monde hier parce que c'est des avions qui sont arrivés régulièrement à l'aéroport. C'est des avions, on imagine, qui ont été autorisés parce qu'un vol, il faut qu'il soit autorisé. Et ensuite, ce qu'on a appris ce soir, c'est que des militaires ivoiriens travaillent à l'aéroport de Bamako sur la base d'une convention depuis 2019. Donc, c'était la 8e relève de ce contingent qui était arrivé selon la Côte d'Ivoire. Et hier, dans le communiqué de Bamako, on apprend que Bamako dit quoi? On décide maintenant de ne plus laisser des militaires étrangers venus faire la sécurité à Bamako. Donc, il reconnaît tacitement que des forces étrangères étaient par le passé autorisées à venir à Bamako et qu'à partir d'hier, les FAMA, ils demandaient à la société qui traite avec les Nations Unies de ne plus employer des étrangers, mais des Maliens. Donc, c'est là qu'on est un peu surpris et on est un peu perdu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tension? Et tout cela crée bien à la fois de la confusion, même au niveau de l'opinion publique. On a vu des influenceurs se prononcer dessus. La brouille semble s'activer. Quelles pourraient être les conséquences, n'est-ce pas, d'une brouille, justement, entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Ce que beaucoup craignent, c'est que cette question ne puisse pas être réglée rapidement et dans les jours à venir, parce que la Côte d'Ivoire est le principal partenaire du Mali. Il a son port. Il y a 3 à 5 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, vous avez parlé des influenceurs. Avec la situation des réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, n'importe quelle petite crise peut prendre des proportions difficiles à contrôler. Donc il faut vraiment craindre le pire si les autorités des deux côtés n'arrivent pas à s'asseoir et trouver une solution à cette crise-là. Bagassi Koura, je vous remercie pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes journaliste et chef du service Bambara ici à La Voix de l'Amérique. Merci. Également dans l'actualité ce soir, en Tunisie, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques, a renouvelé lundi son appel à boycotter un référendum sur la Constitution prévu le 25 juillet, un appel qui survient alors que le président Kais Saïed a préparé une nouvelle version de son projet de Constitution. Mohamed Oumfa nous en dit plus. L'opposition tunisienne ne décolère toujours pas alors que se rapproche le 25 juillet, jour où doit se dérouler un référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Kais Saïed. Nous appelons les Tunisiens à boycotter un processus illégal, anticonstitutionnel, qui vise à légitimer un coup d'État, à légitimer l'instauration d'un régime présidentialiste, c'est-à-dire à légitimer le pouvoir d'un seul. Depuis plusieurs mois, le projet de constitution qui marque une rupture radicale avec le système parlementaire en place depuis 2014 fait des vagues. Face aux nombreuses critiques, le président Saïed a publié dans la nuit de vendredi à samedi une version modifiée de son projet initial, ce qui est loin d'apaiser la colère des opposants. Si aujourd'hui on instaure un régime de confusion des pouvoirs, comme c'est le cas dans le projet de constitution, le président accapare la plénitude des pouvoirs. Donc la garantie des libertés disparaît. Et donc il y a une menace qui trône sur les libertés. C'est pour moi la quintessence d'une mauvaise constitution.
Et en plus, c'est une constitution qui a été rédigée par un seul. Le projet de M. Sayed prévoit un président exerçant le pouvoir exécutif, appuyé par un chef de gouvernement qu'il désigne et peut révoquer sans passer par le Parlement. Le rôle du Parlement est fortement réduit et une nouvelle chambre des régions est créée pour contrebalancer le poids de l'Assemblée des représentants du peuple. La nouvelle mouture introduit la nécessité du respect du système démocratique dans 2 articles, l'un portant sur la place de l'islam et l'autre sur de possibles restrictions aux droits et libertés. Au Bénin, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a démissionné de son poste. C'est ce qu'a annoncé cette institution ce mardi, à 6 mois des élections législatives de janvier 2023. Hier, M. Diogbenou avait été reçu en audience par le président béninois Patrice Talon à Cotonou, sans faire aucune déclaration à la sortie de cette rencontre. Le communiqué ne précise pas les raisons de cette démission. Selon l'analyste politique béninois Moïse Dosoumou, joint au téléphone, ce proche de M. Talon pourrait avoir démissionné en vue d'une future participation aux élections législatives de janvier 2023. Les funérailles de Shinzo Abe, ancien Premier ministre japonais assassiné vendredi dernier à l'âge de 67 ans, se sont déroulées ce mardi dans le centre de Tokyo. Des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage sur le passage du cortège funèbre. La cérémonie s'est déroulée au temple bouddhiste Zojoji à Tokyo, en présence du Premier ministre en exercice Fumio Kishida et de la veuve de M. Abe. De nombreux Japonais se sont également rendus devant le temple pour rendre hommage à celui qui détenait le record de longévité au poste de Premier ministre au Japon. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Allons à présent au Bénin où certains passent du blé à la farine de plantain à mesure que les prix du blé augmentent. La petite entreprise de farine de plantain de Josiane Odonou a presque doublé sa production depuis le début de la guerre en Ukraine. La farine de blé devenant difficile à trouver et chère, certaines personnes considèrent la banane à cuire comme une alternative viable. C'est un récit de Nani Talani. Circulant dans un champ de plantain, juste à l'extérieur de Porto Novo au Bénin, Josiane Odonou choisit les bons fruits pour son prochain lot de farine. Chaque régime coûtant entre 2,30 et 11 $ américains. Elle a commencé à produire de la farine de plantain en 2018 à très petite échelle. Mais dernièrement, sa production a presque doublé. Avant la guerre de l'Ukraine, je produisais au moins 80 kilos par mois. Mais actuellement, à cause de la guerre de l'Ukraine, qui a permis la cherté du blé et qui l'a rendu également rare sur le marché, je produis jusqu'à 150 kg par mois s'il y a le marché. Afin d'augmenter ses bénéfices, la jeune productrice s'est équipée du matériel adéquat. Au début, je produisais à peine 20 kg par mois. Au début. Puisqu'au début, j'avais commencé par une séchage à base du soleil. Et après ça,
J'ai acheté un mini déshydrateur qui m'a permis de commencer à faire la farine, mieux nommer les 2 types de farine. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai un grand déshydrateur et j'ai déjà augmenté ma production. Selon un rapport des Nations Unies sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le commerce et le développement, le Bénin avait importé tout son blé de Russie jusqu'en mars 2022. Aujourd'hui, Josiane Odonou pense que le plantain est la voie à suivre. On sait généralement qu'on a l'habitude d'utiliser du blé, ce qui n'est pas local, ni de chez nous. Surtout quand actuellement il y a la crise de l'Ukraine. Et la farine de blé est rare sur le marché et ça coûte un peu cher. Mais nous avons la banane à notre disposition. Sur notre territoire, on peut en produire. Donc là, la farine de banane a sa valeur là. Maintenant, quand on prend la farine de banane, au lieu d'utiliser du blé pour faire nos gâteaux, nos crêpes et consorts, à la place de cette blé, on met en même temps la farine de banane et on ajoute les ingrédients qu'on ajoutait aux farines de blé à cette banane. Selon la FAO, le Bénin produit environ 19 000 tonnes de plantain par an. Le fruit joue un rôle important dans l'économie locale et lorsqu'il est transformé en farine, il peut être utilisé pour faire du pain, des beignets, des gâteaux et même épaissir des sauces. Parlant justement d'alimentation, le monde s'éloigne de son objectif d'éradiquer la faim en 2030. C'est du moins ce qu'a déclaré la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, à la présentation du rapport 2022 des Nations Unies sur la sécurité alimentaire dans le monde. On fait le point avec Ginny Niwa. 5 agences internationales tirent la sonnette d'alarme et préviennent que le monde s'éloigne de l'objectif d'éliminer la faim en 2030 en référence à l'objectif de développement durable de l'ONU, faim zéro, de 2015. Environ 9,8% de la population mondiale ont été touchés par la faim en 2021, dû notamment aux conflits, aux événements climatiques extrêmes et aux chocs économiques, indique dans un rapport conjoint la FAO, le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation mondiale de la santé OMS. 828 millions de personnes ont été touchées par la faim en 2021. C'est une augmentation de 46 millions par rapport à 2020 et 150 millions de plus qu'en 2019, avant la pandémie de Covid-19. La vice-secrétaire générale des Nations Unies appelle les pouvoirs publics à investir dans le développement durable afin d'encourager l'innovation et la transformation des systèmes alimentaires. À 8 ans de l'échéance 2030 de l'objectif de développement durable, le programme Zéro faim de l'ONU, le message est clair. Il faut des systèmes adaptés pour renforcer la résistance à ces facteurs. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n'était. Nous devons passer de l'aide humanitaire au développement en nous attaquant aux causes profondes et en investissant dans le développement durable par la transformation et la reconceptualisation des systèmes alimentaires. Nous pouvons nous attaquer aux causes profondes de la faim, de la sécurité alimentaire et de la malnutrition. La plupart des populations vivent dans les zones rurales des pays en développement, en particulier en Asie et en Afrique. La Corne de l'Afrique connaît en parallèle l'une des pires sécheresses en plus de 40 ans qui décime troupeaux et cultures, menaçant de famine plus de 16 millions de personnes selon l'ONU. Il est temps de tirer les leçons de cette crise et d'investir dans des programmes de résistance pour aider les communautés les plus pauvres à se protéger contre la faim et contre les crises. Si nous avions réussi à faire ce travail dans le passé, la guerre en Ukraine n'aurait pas eu un impact aussi catastrophique aujourd'hui. 2,3 milliards de personnes ont souffert d'insécurité alimentaire grave ou modérée à un moment de l'année 2021. Si des mesures drastiques ne sont pas prises d'ici là, quelques 670 millions d'humains devraient toujours en souffrir d'ici la fin de la décennie, a soulevé dans un communiqué l'ONG Oxfam France. La famine menace le monde. Les États-Unis, eux, sont sous le choc d'une vague de récentes fusillades de masse.
Certains technologues se concentrent sur la manière de prévenir les pertes. Julie Tabot s'est entretenue avec quelques entrepreneurs qui ont développé des technologies de détection d'armes à feu. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. J'ai entendu des coups de fusil. Je vois des cadavres au sol. La violence armée aux États-Unis a atteint des proportions épidémiques. Je suis vraiment terrifiée. Et beaucoup d'Américains en ont marre. Nous sommes furieux, nous sommes dégoûtés. Le pays est divisé sur le port et le contrôle des armes à feu. Les récentes fusillades de masse dans une école primaire, un supermarché et lors d'un défilé communautaire pendant la fête nationale ont mis en lumière certaines technologies contribuant à réduire les décès par armes à feu. C'était peu de temps après la fusillade de l'école à Parkland en 2018. L'école de ma fille a commencé à faire des exercices de tir actif. Elle est rentrée à la maison, bouleversée, et nous avons dit que ça en était assez. L'incident a fait germer une idée. Et je me suis dit, et si nous utilisons les caméras de sécurité existantes pour détecter les armes? La société de Leihif, Zero Eyes, a développé un logiciel de détection d'armes à feu qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données des caméras de sécurité existantes afin de rechercher une arme à feu. Cette alerte est envoyée à notre centre d'opération Zero Eyes, ici hors de Philadelphie, qui est doté d'anciens combattants 24 heures sur 24. Puis ils la regardent et disent: est-ce vraiment une arme à feu? Et si c'est une arme à feu, cette alerte est transmise à nos clients et va simultanément à la police. Ils ont alors une photo du tireur potentiel, du type d'arme qu'il détient et de l'endroit où il se trouve. Ce type d'information exploitable est essentiel dans ces situations pour réduire les temps de riposte. Le lycée Ronkakas Valley dans le New Jersey a été le premier à implémenter le logiciel. Lorsque nous avons eu un exercice de tir actif avec cette technologie, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur la valeur de Zero Eyes. L'école a organisé un exercice de tir actif avec la technologie. Cela les a conduits à la personne armée en 90 secondes environ, la moitié du temps qu'il faut dans le même exercice sans technologie. Dans ces situations, il s'agit de minimiser le temps, ce qui minimise les pertes. Pour les grands lieux publics, certains se sont tournés vers Evolve Technology, qui a des scanners qui utilisent des capteurs à ondes millimétriques et d'autres technologies. Ils peuvent détecter rapidement les armes à feu et autres, permettant à des milliers de personnes d'entrer dans un espace avec un minimum de perturbations. Nous utilisons une technologie de pointe comme l'intelligence artificielle pour trouver et faire la distinction entre un téléphone et une arme à feu. Par exemple, les choses que vous transportez normalement et quelque chose qui représente une menace réelle. Jusqu'ici, il y a eu plus de 300 fusillades de masse aux États-Unis. Bien que ces technologies ne puissent pas garantir la prévention d'autres fusillades, elles font partie des efforts visant à assurer la sécurité dans les espaces publics. Comme quoi, on n'arrête pas la technologie et le progrès. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.